Ces policiers se dévouent corps et âme pour résoudre les affaires les plus marquantes. J'en ai longtemps fait des cauchemars. Ce sont les personnes les plus maléfiques que j'ai jamais rencontrées. Au fil des épisodes, nous allons vivre le quotidien des inspecteurs de la branche d'enquête criminelle de la police néo-zélandaise. C'était un scénario à la Agatha Christie. C'était une histoire d'argent. Voici les coulisses des plus grandes affaires criminelles de la Nouvelle-Zélande et de la traque des coupables. Je ne connais aucun coupable qui ait envie d'être arrêté. Ils sont prêts à tout pour ne pas être arrêtés et jugés. Les inspecteurs de la branche d'enquête criminelle de la police néo-zélandaise sont en charge des affaires les plus sérieuses, à commencer par les meurtres. Dans cet épisode, nous allons nous pencher sur des cas d'école, résolus à force de patience, d'enquête de terrain et de minutie criminalistique. La plupart des meurtres auxquels nous sommes confrontés se commettent dans le cadre familial. Je ne connais aucun coupable qui ait envie d'être arrêté. Ils sont prêts à tout pour échapper à la justice. C'est le point essentiel d'une enquête. On veut découvrir la vérité. Selon les statistiques, environ la moitié des crimes commis en Nouvelle-Zélande sont commis par un proche de la famille. Mais le plus angoissant est peut-être de se faire agresser chez soi par un parfait inconnu. Cette famille habitait dans un quartier tout à fait banal. Ils étaient tous installés sur le canapé pour regarder le tirage du loto de 20 heures. La lumière extérieure était allumée quand ils ont entendu qu'on frappait à leur porte. La mère est allée ouvrir et elle s'est retrouvée face à un homme d'1,90 m, en tenue de camouflage, le visage peint. Le mari s'est précipité pour l'aider. Il est mort sur place. L'agresseur s'en est alors pris à la mère. Et il l'a frappée à coups de hache dans le dos et à divers endroits du corps. La fille a réussi à déverrouiller la porte de derrière et elle s'est enfuie chez le voisin d'en face. L'agresseur a laissé la mère agonisante pour se lancer à sa poursuite dans la rue. En moins de 2 heures, nous avons bouclé le quartier. Et les policiers ont réussi à localiser l'assassin dans une cour d'école. L'arrestation du tueur est un soulagement, mais l'équipe de Catherine sait que l'examen criminalistique sera indispensable pour boucler leur affaire. Une pulvérisation de luminol révèle des empreintes sanglantes sur toute la longueur de la rue. Nous avons dû éteindre les lampadaires pour nous retrouver dans l'obscurité totale. Nous avons étendu une bâche au-dessus de nos têtes, nous avons répandu le produit, puis nous avons pris des photos. Nous avons pulvérisé le luminol, qui a une durée d'action très courte. Et nous avons vite photographié les empreintes. Elles nous ont menés plus d'1,5 kilomètre plus loin. Même lorsqu'une affaire paraît simple, les preuves doivent correspondre aux faits. La défense a plaidé l'irresponsabilité en disant qu'il avait perdu la raison au moment des faits, qu'il avait commis ses crimes et s'était enfui précipitamment. Mais nous avons pu prouver le contraire. Il est entré dans toutes les pièces de la maison, il a fait plusieurs fois le tour des lieux et a attaqué chaque victime à plusieurs reprises. La mère était affalée sur la table quand il l'a frappée dans le dos. Elle a agrippé la table, les empreintes. On pouvait également définir l'angle du coup de hache. Il était en diagonale, car le sang avait giclé jusqu'au mur opposé. Un examen minutieux de la scène permet parfois de contrer les affirmations de la défense. C'est ce qui s'est passé dans cette affaire. On lui a demandé pourquoi il avait choisi cette maison, que rien ne distinguait des maisons voisines, et il a répondu que c'était parce que la lumière du porche était allumée. Il l'a choisie à cause de cette lumière. Catherine et ses collègues passent plusieurs jours sur cette scène de crime de cauchemar. La violence est omniprésente. Il y avait du sang partout. Au bout d'un moment, l'odeur vous envahit. Car plus le temps passe et plus les preuves se détériorent. C'est très déplaisant. Mais on sait pourquoi on est là. Pour trouver le coupable.
Ronald Krynen, le meurtrier, est condamné à une peine minimale de 12 ans et demi d'emprisonnement. Mais Catherine McEvedy n'a jamais pu oublier la scène de crime. Pendant des mois, j'ai fait ce rêve dans lequel je faisais visiter la maison à des gens. J'étais agent immobilier et je marchais dans les flaques de sang en leur disant de ne pas y faire attention pendant que je leur présentais la cuisine et le salon. Dans ce rêve, je visualisais parfaitement le sol et les murs. Je ne me réveillais jamais en sursaut, mais j'ai fini par être dégoûtée de faire ce rêve sanglant. Je ne pouvais pas me l'ôter de la tête. Les meurtres commis au hasard sont très rares. Dans la plupart des cas, il y a un lien entre la victime et le meurtrier. Notre métier, c'est de découvrir ce lien. La scène qui attend Mark Guthrie et son équipe dans une usine du sud d'Auckland est atroce. Selon la police, c'est une blessure à l'arme blanche qui aurait causé la mort de cet homme de 58 ans. Ces deux colocataires ont découvert son corps ligoté dans le coffre d'une voiture blanche vers 21 h hier soir. La victime vivait dans cet entrepôt où elle dirigeait une entreprise d'engineering. Dans l'appartement de Remelins, il découvre des graffitis sur les murs et du sang partout. Mais un inspecteur minutieux recherche toujours le lien entre la victime et les suspects. Plusieurs armes avaient servi. Des couteaux, des marteaux, un pied arraché du lit, un cendrier. C'était une grosse agression. Et les coupables ont ensuite ligoté le cadavre et l'ont traîné dans l'escalier pour l'enfermer dans le coffre de sa voiture. Ray Mullis était attiré par les jeunes filles. Il fréquentait de jeunes prostituées. Les inscriptions sur les murs y faisaient référence. Par exemple, pédophile. On y lisait aussi BFL 1999, c'est-à-dire Blood for Life, le nom d'un gang de jeunes voyous. La plupart de ces indices avaient été mis là pour nous induire en erreur. Mais toutes ces fausses pistes nous ont encouragés à passer la scène au peigne fin, ce qui nous a permis de trouver les preuves nécessaires pour résoudre l'affaire. Nous avons découvert des empreintes de paumes sur le mur à côté des graffitis. Ils s'étaient appuyés au mur pour les inscrire. Nous avons aussi trouvé des empreintes sanglantes sur le cendrier en verre. Mais mieux encore que les empreintes digitales, ils trouvent une empreinte de pied dans le sang à côté du coffre de la voiture. Une empreinte de pied est aussi unique qu'une empreinte digitale. C'était une piste, nous l'avons suivie, et nous avons fini par identifier à qui appartenait le pied qui avait laissé cette empreinte. Nous avons cherché et interrogé les jeunes filles qui étaient en relation avec lui pour en savoir plus sur elles. Nous en avons également profité pour prendre les empreintes de leurs pieds pour les comparer à notre indice. Après avoir interrogé toutes ces filles, nous avons fini par identifier le bon groupe. Le meurtre avait été commis par 3 filles. Nathalie Fenton, 15 ans, sa sœur aînée Katrina, 20 ans, sur la droite de l'écran, et Daniela Bowman, 18 ans, sur la gauche. Elles étaient venues chez lui parce qu'elles pensaient qu'il y gardait une grosse somme en liquide. Elles avaient dérobé de nombreux objets dans son appartement après l'avoir tué, et nous avons retrouvé tous ces objets chez elle. Grâce aux indices retrouvés par la police lors de la fouille de l'appartement, les 3 jeunes femmes furent condamnées à perpétuité. Mais fouiller toute une ville pour tenter de reconstituer ce genre de... Une simple disparition se transforme rapidement en affaire de meurtre, forçant les inspecteurs à relier tout un faisceau de preuves disséminées aux 4 coins d'Auckland et même jusqu'en Australie. Alan Boram était d'astreinte la nuit où Graham Kirkwood a disparu. J'ai reçu un appel à 1 h du matin à propos d'une affaire de disparition. Les proches de Graham Kirkwood étaient très inquiets. Sa compagne était rentrée tard et elle avait découvert des traces de lutte dans la maison. Les meubles étaient renversés. Il y avait du sang. Et chose beaucoup plus inquiétante, elle avait trouvé une note disant qu'il l'appellerait et qu'elle ne devait pas contacter la police. 12 ou 14 heures plus tard, un corps était retrouvé à Mangere. Selon la police, il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années ayant succombé à plusieurs coups à la tête et à des coups de couteau. On pense que le cadavre a été abandonné là.
Le cadavre de Graham Kirkwood avait été abandonné au milieu d'un champ. Ce cas de disparition s'est donc transformé en affaire de meurtre. Sa BMW dorée n'était plus dans son garage. C'était un homme d'affaires prospère. Il possédait une grosse BMW. Mais elle n'était plus là. John Thackeray va s'occuper de la criminalistique. Après la découverte du corps de Graham, nous nous sommes dit que cette voiture était la clé de toute l'affaire. Nous avons donc concentré notre enquête là-dessus. Nous pensions que si nous réussissions à la retrouver, cela nous permettrait peut-être d'identifier les coupables. Nous avons récolté de nombreux témoignages. Beaucoup de gens ont déclaré avoir aperçu une BMW dorée pendant le week-end à divers endroits. C'était même trop, car la voiture semblait avoir fait le tour de la Nouvelle-Zélande en un week-end. L'équipe d'Alan se met donc à la recherche de cette aiguille dorée dans une meule de foin. Bientôt, des pièces détachées de BMW dorées apparaissent aux quatre coins de la ville. Les enquêteurs semblent sur la bonne voie. Nous en avons déduit que les coupables paniquaient, qu'ils s'inquiétaient de l'intérêt que les médias portaient à cette voiture et qu'ils cherchaient à la faire disparaître. Dans la réserve de Rill Avenue, en face de l'école primaire de West Haven, on a retrouvé un monceau de pièces de BMW. Depuis, d'autres morceaux de la voiture ont été retrouvés aux quatre coins d'Auckland. Ils étaient disséminés dans tout Auckland, au sud, à l'est, à l'ouest, au cœur des quartiers, dans les zones rurales. La BMW a été reconstituée au fur et à mesure que l'on retrouvait les pièces au commissariat de Mont Wellington, le quartier général d'où nous menions l'enquête. Tous les jours, on voyait que la reconstitution progressait. Cela nous a aidés à ne pas baisser les bras. Nous avons reçu beaucoup d'appels concernant des pièces de voitures dorées abandonnées dans Auckland. On fonçait sur les lieux avec des plongeurs ou des spécialistes de la récupération et nous les ressortions de rivières, de champs ou de fossés. Parfois, elles ne correspondaient pas à la voiture dorée que nous recherchions. Nous avons retrouvé ainsi la moitié d'une Ford Fairmont dorée, et aussi près du tiers d'une Honda Accord. Visiblement, ils n'étaient pas les seuls à découper des voitures et à les abandonner dans tout Auckland. La police dit souvent que l'aide de la population est indispensable pour résoudre les crimes. Et en effet, c'est une habitante attentive de Coatesville qui leur fournit l'indice décisif qu'ils attendaient. Elle avait aperçu un homme se débarrassant de déchets en toute illégalité. Il s'agissait de pièces automobiles. Elle a commencé par nous décrire la voiture, une berline blanche. Ce n'était pas très utile, mais c'était toujours un début. Ils avaient jeté des rebuts dans la nature. Et lorsque nous avons vu qu'il s'agissait bien de morceaux de voiture, nous avons su qu'il s'agissait de nos coupables. Au cours de notre entretien, elle s'est rappelée avoir noté le numéro de la plaque sur un reçu, parce qu'elle avait envisagé de les dénoncer à la mairie. Elle est retournée à sa voiture pour le chercher, et au grand soulagement de l'inspecteur, elle est revenue avec le reçu, au dos duquel il y avait bien un numéro d'immatriculation. C'est ce qui nous a menés au premier coupable. Nous nous sommes rendus dès l'aube à l'adresse correspondante avec un mandat de perquisition. Mais c'est en pénétrant dans la cave, qui était une véritable caverne d'Ali Baba, que nous avons compris que cette personne était encore plus impliquée qu'on ne l'espérait. Nous avons retrouvé les roues de la BMW bien rangées en pile. Il était clair que cet homme nous devait des explications. L'homme s'appelle William Zhao et nie toute implication dans ce meurtre. Comme toujours, les inspecteurs s'intéressent à ses relations. William Zhao avait un ami du nom de Bo Mam Pham. Ce qui nous intéressait, c'était qu'il était parti en Australie quelques jours après le meurtre. Avec l'aide de la police australienne, nous avons pu nous rendre là-bas, l'appréhender, l'interroger et obtenir des aveux sur son implication. Les progrès dans les techniques de criminalistique nous ont vraiment aidés dans cette affaire, particulièrement pour identifier les empreintes de pieds laissées dans la maison. L'imagerie 3D révèle les dernières secondes de la résistance désespérée de Graham Kirkwood. Nous avons pu déterminer que 5 personnes étaient impliquées dans ce meurtre. Nous avons réussi à reconstituer le déroulement de l'agression et de la lutte. Après l'avoir blessé, ils l'ont ligoté et enfermé dans le coffre de sa voiture avant de partir. Les tueurs communiquent à l'aide de beepers. Les inspecteurs surveillent donc la cabine téléphonique qu'ils utilisent et arrêtent bientôt un troisième homme, qui passe aux aveux et dénonce les 2 derniers complices. La police sait maintenant ce qui s'est passé et établit le lien entre les coupables et la victime.
Graham vivait dans cette maison avec sa compagne et sa fille de 14 ans. Sans que sa famille soit au courant, la jeune fille s'était rapprochée d'un groupe dont l'un des agresseurs avait brièvement fait partie. Il l'avait déjà ramenée chez elle, et il connaissait donc son adresse et a pensé qu'il pouvait enlever la jeune fille et extorquer une grosse rançon. Ils ont pénétré dans la maison par effraction et ils ont attendu que la jeune fille rentre de l'école. Mais malheureusement, c'est le père qui est arrivé en premier. C'est donc lui qui a été agressé et malgré une résistance héroïque, il a succombé à ses blessures. Tous ont été condamnés pour cambriolage aggravé et enlèvement, 3 pour meurtre et 2 pour homicide involontaire. Ces condamnations reflètent ce que nous savions de leur implication. La reconstitution de la BMW dorée était la clé pour résoudre le meurtre de l'homme d'affaires d'Auckland. Mais même les crimes les moins prémédités laissent une trace permettant de relier le tueur à sa victime. Les inspecteurs néo-zélandais travaillent sans peur et sans partialité. Les moyens mis en œuvre pour résoudre les enquêtes sont toujours les mêmes, que la victime soit un riche homme d'affaires ou une prostituée anonyme. Marlène était une prostituée droguée à la colle dont le corps a été retrouvé sur un parking d'Otahuhu. Les premiers témoignages indiquaient que la personne impliquée dans ce meurtre conduisait une petite voiture bleue à haillons. La rue principale d'Otahuhu, comme beaucoup d'autres, est équipée de plusieurs caméras de surveillance. En épluchant les bandes vidéo, l'équipe de Mark repère la petite voiture bleue qui s'arrête devant les prostituées avant de repartir avec Marlène. Ensuite, la voiture s'est dirigée vers l'endroit où elle a été tuée. Il s'agissait d'une zone sans la moindre caméra, mais nous avions au moins un début de piste. Nous savions que nous devions chercher soit une Ford Laser, soit une Mazda d'un modèle datant de 1981 à 1985. Malheureusement, comme il faisait nuit, nous n'avions pas pu lire le numéro de la plaque. Mais nous avons réussi à identifier un toit ouvrant. Nous avons donc commencé par établir une liste de toutes les Ford Laser et des Mazda de ces années-là, et de cette catégorie, il y en avait 20 000. Cette liste a été notre point de départ. Les agents de police vont donc à la rencontre de tous les propriétaires de voitures à haillons de la région pour vérifier la présence d'un toit ouvrant. Pas de toit ouvrant, pas de suspicion. Nous avons identifié une voiture immatriculée à Otahuhu. Nous avons pu établir qu'elle roulait en ville juste avant le meurtre. Il y avait du sang dans l'habitacle et elle avait un toit ouvrant. Tous les indices concordent pour pointer cette voiture du doigt. Les inspecteurs de Mark semblent alors tenir leur coupable. Cette voiture avait été impliquée dans un accident 20 minutes après le meurtre, à Onehunga, soit tout près du lieu du crime. L'homme s'est montré très coopératif. La police l'avait d'ailleurs déjà entendu à propos de l'accident. Mais cette piste si prometteuse s'avère finalement stérile. En fait, il n'avait rien fait de répréhensible. Ce soir-là, ce n'était qu'une simple coïncidence. Il a traversé Otahuhu dans une voiture identique à la nôtre. Dans une enquête criminelle, il n'est pas rare de suivre une piste très loin avant de se rendre compte qu'elle ne mène à rien. Les inspecteurs se replongent donc dans leur liste de voitures bleues et en dénichent une autre également immatriculée à Otahuhu. Il vivait à 2 kilomètres du lieu du crime. Il était absent lorsque nous sommes allés le voir, mais son colocataire nous a confirmé qu'il possédait bien une voiture de ce type. Nous nous sommes donc rendus à son travail, dans une carrosserie, et c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Son patron nous a dit qu'en effet, il avait bien eu une voiture de ce modèle, avec un toit ouvrant, mais qu'un jour, le lendemain du meurtre, comme par hasard, il est arrivé au travail, il a arraché toutes les serrures, il a démoli sa voiture, et il l'a envoyé à la casse. Nous nous sommes alors dit que nous l'avions perdu. Mais on a poursuivi l'enquête. Nous sommes allés à la casse. Ils nous ont dit que la voiture devait avoir été compressée depuis déjà très longtemps. Mais en cherchant sur leur terrain, ils l'ont retrouvée intacte. Ils l'avaient oubliée et elle était restée là. Malgré les énormes dégâts qu'elle avait subis, nous avons retrouvé le sang de la victime, ainsi que d'autres preuves reliant Marlène à cette voiture. Lorsque nous avons retrouvé le propriétaire, le faisceau de preuves était très solide, et il a avoué avoir commis le meurtre.
Il a fait monter la prostituée, il l'a conduite jusqu'au parking pour qu'elle lui prodigue ses services, mais en la voyant sniffer de la colle, il lui a déclaré qu'il avait changé d'avis et elle est devenue agressive. Un couteau se trouvait sur le tableau de bord. Il s'en est saisi pour éviter qu'elle s'en serve et il l'a accidentellement poignardée en plein cœur. Telle était sa version des événements. Il a été présenté devant la justice qui l'a condamné pour homicide involontaire et il est allé en prison. Avec comme seul indice une vague description de voiture, Mark Guthrie et ses hommes n'ont mis que quelques semaines à résoudre cette affaire. Mais certains détectives doivent parfois faire preuve de ténacité pendant plusieurs années avant de pouvoir arrêter le coupable. Nous n'avions ni cadavre, ni témoin du meurtre, ni preuve. Quand Dave Clifford commence son enquête sur la disparition d'un jeune homme originaire de Palmerston North, il est bien conscient des difficultés qui l'attendent. Lorsqu'il a disparu en 2002, Nicolas Pike fréquentait un voyou violent du nom de Steven Hudson. Les témoins décrivaient Nick comme l'esclave de Hudson. Il lui obéissait au doigt et à l'œil. À la même époque, un journaliste a affirmé que Nick était un informateur de la police, ce qui nous a causé beaucoup de soucis. Steven Hudson venait d'être arrêté pour 2 agressions avec violence. La police savait qu'il avait été l'un des derniers à avoir vu Nick, mais il refusait de dire quoi que ce soit à ce sujet. Il n'était pas du tout coopératif. Tout ce qu'il nous a dit, c'était qu'il y avait un mandat d'arrêt contre Nick à cause d'une petite affaire de trafic de drogue et qu'il faisait profil bas. C'est tout ce qu'il a accepté de nous dire. Il refusait de nous donner quoi que ce soit. Nous sommes donc allés interroger la petite amie de Hudson. Elle me semblait être la clé de la disparition de Nick. C'était une fille de bonne famille. Elle était sortie avec ce voyou pour voir à quoi ressemblait la vie du côté des délinquants. Elle rendait visite à Hudson en prison et elle lui était très dévouée. Elle se montrait très difficile à interroger et très peu coopérative. Hudson était derrière les barreaux pour 11 ans à cause de ses agressions passées. J'avais l'impression qu'elle ne lui resterait pas loyale pendant tout ce temps. Au cours des 3 ou 4 années suivantes, je suis resté en contact avec elle. Je réapparaissais régulièrement dans sa vie. J'ai parlé à ses parents pour essayer de la mettre sous pression. Ensuite, elle s'est mariée et elle a eu des enfants. En mars 2007, le jour du 5e anniversaire de la disparition de Nick, Dave Clifford tente une nouvelle fois de parler à l'ancienne petite amie de Hudson. Pour marquer cette date, je suis retourné la voir. Elle nous a écoutés, nous lui avons donné des lettres des parents de Nick et une autre de son frère, adressée directement à elle, que j'avais en ma possession depuis 2 ans. J'attendais le moment adéquat pour la lui donner. Dans cette lettre, il lui demandait avec une grande sincérité d'aider la police dans son enquête. J'étais persuadé qu'elle dirait tout. Elle avait des enfants, elle comprenait maintenant ce que l'on pouvait ressentir face à la disparition d'un proche et ce qu'enduraient les parents et le frère de Nick. Nous avons passé 1 heure avec cette jeune femme. Elle nous a raconté qu'elle et Nick Hudson se trouvaient en voiture sur la route du désert vers 17 ou 18 heures le soir du 18 mars 2002. On va s'arrêter 2 minutes. Ils ont pris une route secondaire. Hudson s'est arrêté brusquement et lui a dit de descendre. Ils ont continué leur route. Quand Hudson est revenu 10 minutes plus tard, Nick n'était plus là. Où est Nick? Il est occupé. Monte. C'est la dernière fois qu'elle a vu Nick et la dernière fois qu'il a été aperçu par qui que ce soit. Les spécialistes de la police fouillent toutes les routes secondaires le long de la route du désert, mais sans résultat. Si le cadavre avait été là, je suis sûr que nous l'aurions trouvé. Les enquêteurs pensent qu'Hudson est revenu sur les lieux du meurtre pour déplacer le corps. Des personnes ayant côtoyé Hudson en prison ont ensuite déclaré qu'il se vantait d'avoir tué Nick.
La version de la petite amie, corroborée par les témoignages de 8 prisonniers, convainc la justice de condamner Hudson pour meurtre. Vous étiez armé, vous trafiquiez de la drogue, vous étiez en fuite, et vous avez assassiné Nicolas Pike. La justice l'a condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 16 ans. J'ai tué personne. C'est n'importe quoi. Nous n'avons toujours pas retrouvé le corps de Nick Pike. Je m'en sens encore responsable et j'aimerais beaucoup que cette affaire soit définitivement résolue. Et la seule solution désormais, ce serait que Stephen Hudson dise où est le corps de Nick. Pour lui, cela ne changera pas grand-chose, mais cela aiderait énormément à la famille Pike. Pour eux, sa tombe se trouve sur cette petite route. C'est là qu'ils se rendent pour honorer sa mémoire. Ce sont ces fréquentations qui ont coûté la vie à Nicolas Pike. Nous aimons tous à croire que rien ne peut nous arriver dans le cadre rassurant de notre maison. Mais les faits divers prouvent régulièrement que c'est malheureusement faux. Je m'en fiche de votre mandat. Beaucoup de gens veulent entrer dans la police pour faire bouger les choses. Mais Sacha Haskell a commencé à avoir des doutes sur sa vocation après le meurtre d'une mère de famille de Wellington. Pip Em était une réfugiée cambodgienne qui avait fui son pays pour échapper à la violence. Elle avait choisi de s'installer en Nouvelle-Zélande avec sa famille. Elle avait 3 enfants et voulait reconstruire son existence. Le plus cruel dans cette histoire, c'est que ce n'est pas la violence au Cambodge qui a détruit leur vie, mais celle de la Nouvelle-Zélande. Un jour, l'un des enfants découvre le cadavre de sa mère en rentrant à la maison et appelle la police. C'était une scène de film d'horreur. On pouvait voir que Pip Em avait reçu plusieurs coups de couteau. Nous ne pouvions pas les dénombrer à ce moment-là, parce qu'elle était habillée. Mais on pouvait également observer plusieurs coups au visage, dont certains particulièrement cruels, car elle avait les yeux crevés. Finalement, nous avons renoncé à les compter, parce qu'une fois arrivés à 200, nous n'arrivions plus à tous les distinguer. La police de Wellington a entamé une enquête pour meurtre hier soir, après la découverte du corps d'une femme d'origine cambodgienne dans sa maison de Miramar. On pense que cette mère de 3 enfants est décédée hier dans l'après-midi. La radio et tous les médias ont rapidement annoncé ce meurtre commis à Miramar. Un chauffeur de taxi nous a appelés et nous a dit avoir pris une cliente dans le quartier. Elle voulait aller à Porirua et sur la route, elle lui a raconté ce qu'elle avait fait. Elle lui a décrit tout ce qui s'était passé, mais de manière si bizarre que le chauffeur de taxi, qui savait qu'il y avait un hôpital psychiatrique à Porirua, s'est dit qu'il s'agissait d'une cinglée qui retournait à l'asile et qu'elle avait certainement tout inventé. On pense que cette mère de 3 enfants est décédée hier dans l'après-midi. Un peu plus tard, en apprenant à la radio qu'il y avait bien eu un meurtre comme celui décrit par sa cliente, il a immédiatement téléphoné à la police. Cette femme s'appelle Janine Rongonui et qu'elle est la voisine de Pip Em. Pour constituer leur dossier, les enquêteurs se mettent alors en quête de preuves de sa présence sur la scène de crime. Pip Em possédait une montre en or qu'elle portait tout le temps. Lors de l'examen du corps, nous avons remarqué qu'elle ne l'avait pas, ce qui signifiait qu'on la lui avait prise. Nous avons fouillé 6 maisons du quartier, dont une qui appartenait à des associés de Janine Rongonui. Ils étaient très contrariés que la police fasse intrusion chez eux. Nous leur avons expliqué la raison de notre venue, nous leur avons montré le mandat de perquisition, ainsi que la liste des objets que nous recherchions. Cela a déclenché une scène terrible. La jeune femme nous a arraché le mandat des mains pour le déchirer. Mais lorsqu'elle a levé le bras, j'ai aperçu un éclat doré sous la manche de sa veste. D'où vient cette montre? Un cadeau de Noël. Bien sûr. Qui vous l'a donné? Un ami. C'était bien la montre de Pip Em. La jeune femme risquait fortement d'être inculpée pour complicité de meurtre. Nous avons utilisé ce fait. Et elle a fini par craquer et nous a déclaré que c'était Janine qui lui avait donné la montre. Janine Rongonui sera condamnée pour meurtre. En appel, l'inculpation sera requalifiée en homicide involontaire causé par une provocation.
Pour Sacha, c'est inadmissible. C'était très démoralisant, parce que ce genre d'affaire est très dur pour toutes les personnes impliquées. Pas seulement l'accusé, mais aussi les enquêteurs, les familles. Elles ont la douleur de perdre un proche, et elles doivent encore revivre toute la tragédie pendant le procès. Et au bout du compte, les enfants ont dû subir une nouvelle procédure en appel, où on leur a déclaré que leur mère avait provoqué cette agression. De mon point de vue, c'était impensable. Sacha démissionnera peu de temps après. Même lorsque le coupable a été condamné, certains meurtres particulièrement tragiques peuvent hanter les enquêteurs, même les plus endurcis. Après avoir fait quelques courses en ville un vendredi soir, un jeune garçon rentre chez lui en traversant l'aire de loisirs de Caroline Bay. C'est là qu'il est abordé par un garçon de 15 ans, qui a sniffé de la colle et qui a un couteau. Ce garçon aperçoit un objet qui lui plaît, il sort son couteau et tente de le voler au petit. Ce dernier essaie de prendre la fuite, mais son agresseur le poignarde à mort. Ce soir-là, on m'a appelé chez moi. Je me suis rendu à Caroline Bay. Et je me souviens parfaitement la première vision que j'ai eue du corps, au détour d'un buisson. On aurait dit l'un de mes fils. Mon fils cadet était exactement de la même carrure, avait la même couleur de cheveux et portait des habits absolument identiques. Je me souviens de l'horreur que j'ai éprouvée en le regardant. Je me souviens avoir pris une grande inspiration. Je voulais inspirer encore plus d'oxygène, mais mes poumons étaient déjà pleins. Je me suis figé sur place. Et je me suis rappelé que ce n'était pas possible, car mon fils était à la maison lorsque j'étais parti. C'est un moment qui est resté gravé dans ma mémoire, même si 20 ans se sont écoulés depuis. Dans un environnement professionnel aussi sombre, l'humour noir devient un mécanisme de défense qui protège les inspecteurs des réalités lugubres de leur métier. 2 voyous avaient essayé de s'incruster dans une fête sur John Street, mais on les a mis dehors parce qu'ils n'étaient pas invités. Ça les a énervés et ils ont décidé de revenir pour faire une petite frayeur à ceux qui les avaient mis à la porte. Ils sont donc allés dans une armurerie située à côté de Great North Road. Ils y ont acheté un fusil à canoncier et ils sont remontés en voiture. Selon le témoignage de celui des 2 qui a survécu, ils ont commencé à se disputer l'arme. Je veux retourner à la fête et leur tirer dessus. Non, c'est moi. Non, moi. Le coup est parti tout seul et a fait sauter la tête de l'un des 2 par la vitre. L'autre a poussé le cadavre hors de la voiture et s'est enfui. L'un de nos collègues inspecteurs était chargé de la récolte des preuves sur les scènes de crime. Dans cette affaire, les preuves étaient éparpillées sur la route. Un nez, une oreille, un œil, les dents, la mâchoire. Il s'est donc armé de son petit crayon jaune et il a commencé à les encercler. Nous avons réquisitionné un camion de pompiers pour faire monter un photographe de la police tout en haut de la grande échelle de manière à ce qu'il puisse photographier la scène dans son intégralité, de manière à ce qu'on voit tous les cercles jaunes qui montraient toute la zone sur laquelle le coup de feu avait éparpillé le crâne. On était tous là. Le photographe a commencé à grimper lentement avec tout son matériel. Il était presque arrivé en haut quand il s'est passé une chose à laquelle personne ne s'attendait. Une nuée de mouettes est apparue dans le ciel et s'est ruée sur les morceaux de cadavres, la moustache, les yeux. C'était complètement grotesque. Elles sont reparties avec leurs trophées et jaune. Je sais que ça a l'air horrible raconté comme ça, mais l'humour fait partie intégrante du quotidien de la police. On s'est tous mis à éclater de rire parce qu'on trouvait cela très drôle. Mais lorsque la police arrive dans cet appartement de Wainuiomata, personne n'a envie de rire en constatant qu'une réunion de famille a tourné au cauchemar. En découvrant une femme noyée dans son appartement, les enquêteurs comprennent qu'ils s'engagent sur un terrain très difficile. Tous les suspects appartiennent à une grande famille élargie qui s'occupait de la victime.
Le comportement de Janet Moses était un peu différent de d'habitude. Les membres de sa famille s'étaient aperçus qu'elle était devenue très calme et qu'elle disait des choses assez étranges. La famille s'est donc réunie pour en discuter et pour décider de ce qu'il fallait faire. Ils ont fini par décider de s'occuper d'elle. Janet se trouve avec sa famille dans un hôtel où ils volent une statue de lion. Son Fanaou, ou famille élargie, la pense sous le coup d'une malédiction. Ils pensaient sincèrement qu'elle était possédée par un Makutu. Le Fanaou décide de procéder à une purification par l'eau pour éloigner l'esprit maléfique. La bénédiction par l'eau est une cérémonie assez commune. C'est ce qui se passe lors d'un baptême, par exemple. Mais ce jour-là, ils ont complètement perdu le contrôle des événements. La cérémonie s'est prolongée pendant des heures. Janet est restée enfermée pendant des jours dans cet appartement sous la surveillance de ses proches. Il y avait tellement d'eau que l'un des chefs de la famille avait percé un trou dans le plancher pour l'évacuer. Pour cette purification, le Wano avait vu les choses en grand. Divers membres de la famille remplissaient des bols, des tasses ou tout ce qui leur tombait sous la main. Ils faisaient la chaîne pour faire passer l'eau. D'autres maintenaient Janet immobile, lui ouvraient les yeux de force, lui ouvraient la bouche ou versaient l'eau. Ils essayaient de purger le Makutu, le démon qui était en elle. Et pour cela, ils voulaient la forcer à vomir. Les membres de la famille nous ont dit qu'ils pouvaient voir les démons, qu'ils avaient une silhouette de lion. Ils apparaissaient dans ses yeux et ils essayaient de les faire sortir de force de ses yeux. L'hystérie collective devait être effrayante à voir. Tous ces gens pensaient qu'ils agissaient pour son bien. Il y avait 40 personnes. Et ces 40 personnes aimaient sincèrement Janet Moses. La police est arrivée vers 5 heures du matin, mais Janet Moses était déjà morte depuis 8 heures. Un témoin nous a dit avoir entendu un haka dans la maison la veille de la mort de Janet Moses. Très peu d'inspecteurs avaient déjà entendu parler du Makutu ou savaient de quoi il s'agissait. Nous avons dû nous adresser à des experts de la culture maori et leur demander en quoi consistait la bénédiction et jusqu'où elle était censée aller. Nous avons enquêté sur la famille élargie de Janet pour savoir d'où venaient ses membres et quelles étaient leurs relations. Du côté maternel, ils venaient de la tribu Tainui. Nous avons parlé à l'un des anciens de la tribu. Nous lui avons posé des questions au sujet de ces bénédictions. Nous avons parlé du Makutu, de ce qui était culturellement acceptable et de jusqu'où cela pouvait aller. Bien entendu, tout le monde nous a dit qu'ils étaient allés beaucoup trop loin. La justice a déclaré la majeure partie des membres de la famille coupables d'homicide involontaire et les a condamnés à des peines d'intérêt général. C'est tragique de s'éloigner à ce point de sa culture sans en avoir l'intention. La bénédiction a tourné au cauchemar. Et je suis sûre qu'ils étaient persuadés de bien faire. Et que malheureusement, la situation leur a échappé. On dit souvent qu'on ne veut pas faire de mal à ceux qu'on aime. Et en effet, la plupart des meurtres sont commis par des proches de la victime. La sœur de Liane Kingston nous a appelés parce qu'elle n'était pas allée chercher ses enfants à l'école. Sa sœur s'est donc rendue chez elle et elle a trouvé le corps de Liane dans les toilettes. Elle avait succombé à une attaque très violente à l'arme blanche. À première vue, il s'agit d'une agression. À ce moment d'enquête, nous ne sommes pas encore en mesure de préciser la cause exacte de la mort. Visiblement, elle venait de rentrer chez elle. La clé était encore sur la porte et l'agression s'est déroulée dans les toilettes. La porte était défoncée. Certains indices laissaient penser qu'elle avait couru pour s'y enfermer, mais l'agresseur a réussi à y pénétrer et à la tuer. Nous étudions toutes les éventualités, comme celle d'un meurtre commis par un cambrioleur, mais nous nous sommes intéressés à ses proches. Très vite, le mari a attiré notre attention. Certains détails semblaient incohérents. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'un de vos voisins affirme vous avoir aperçu sur les lieux cet après-midi-là?
Je n'y étais pas. Au début, il a réagi très calmement. L'un de nos hommes s'est rendu à son travail, il a interrogé ses collègues et il a fouillé dans les poubelles, où il a retrouvé des sacs remplis de serviettes et d'objets ensanglantés que nous avons pu rattacher au meurtre après les avoir analysés. Nous l'avons interrogé, mais il a nié. Allons-nous trouver des traces de votre ADN sur votre femme? Je ne l'ai pas touchée. D'accord. Mais après avoir réfléchi, Cary Surgood, qui était séparé de sa femme, décide de parler. Il nous a contactés par le biais de son avocat pour nous dire qu'il avait quelque chose à nous dire. Il voulait nous raconter ce qui s'était passé et que ce n'était pas lui le coupable. Il nous a dit qu'il avait reçu un appel de son fils et que ce dernier lui avait avoué qu'il avait tué sa mère. S'il s'est rendu à la maison ce jour-là, c'est uniquement pour camoufler les traces et protéger son fils, qui était le vrai coupable. Il a également fait venir son meilleur ami, qui avait lui aussi reçu un coup de téléphone du fils qui lui disait avoir tué sa mère. Nous avons donc enquêté là-dessus et nous avons réussi à démontrer sans l'ombre d'un doute que le fils était à l'école ce jour-là, qu'il y avait passé toute la journée et qu'il n'avait aucun lien avec ce meurtre. Nous avons également démontré que les coups de téléphone n'avaient jamais été passés. Outre ces preuves, la police retrouve également des images de Surgood en train d'acheter de l'eau de Javel, des sacs poubelles et des gants 4 jours avant l'homicide. La moitié d'une bêche ayant servi au meurtre est également retrouvée chez lui. Finalement, le père a été condamné pour meurtre. Leanne n'est pas la seule victime de cette affaire. Son fils a témoigné lors du procès. C'est une véritable tragédie. Il a perdu sa mère, mais aussi son père, qui est en prison pour de longues années. Et il doit vivre avec le fait que son père a tenté de l'accuser de ce crime. En Nouvelle-Zélande, près de la moitié des meurtres sont liés à des violences familiales. Et plutôt que de dénombrer les cadavres, la police fait tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir ces tragédies. Si nous pouvons empêcher qu'un meurtre se produise, ce serait beaucoup plus efficace que de devoir enquêter dessus après coup. Nous faisons de gros efforts pour mettre en avant l'aspect prévention. De nouvelles équipes de police ont été créées pour travailler main dans la main avec les autres instances. Nous avons mis en place des équipes régionales spécialisées dans les violences familiales, composées d'un inspecteur principal, d'un inspecteur adjoint et d'autres membres d'appoint. Leur mission est de veiller à ce que toutes les enquêtes liées aux violences familiales se déroulent correctement et de rester en liaison avec la protection de l'enfance, les foyers et les autres agences. Ils vérifient que tout le nécessaire est fait, même lorsque les affaires impliquent les familles les plus défavorisées. Car c'est dans cette catégorie sociale que les violences ont le plus de risques de dégénérer en homicide. Notre but, c'est de briser ce cycle de violence. Dans le prochain épisode, la traque des trafiquants. La plus grosse saisie de cannabis de l'histoire. Nos appareils d'écoute devaient se trouver à moins de 50 mètres de la maison. Dans la guerre contre la drogue, il a percé l'arrière et a identifié 10 kilos d'héroïne. C'est une lutte sans merci. Ça devient très dangereux. Car la méthamphétamine fait exploser les enjeux. Ça les rend paranoïaques.